Bonjour à tous, les décideurs de la finance, en compagnie de Farzin Fazel, executive partner chez Capco. Bonjour monsieur. Bonjour Thomas. Heureux de vous retrouver, Farzin. On Ravi d'être là. s'était vu il y a quelques mois, presque années maintenant, et on continue à profiter de vos lumières pour décrypter le monde de la finance. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un thème qui est cher aux financiers, la blockchain, avec une baseline aliénation ou libération. Vous nous direz ce que vous en pensez. Mais on a découvert la blockchain avec le Bitcoin, c'est cette monnaie virtuelle qui l'a popularisée. Peut-être qu'il faut revenir sur la définition, le concept de blockchain. Oui, tout à fait Thomas. En fait, effectivement, blockchain est une des technologies sous-jacentes à l'arrivée de Bitcoin, cette monnaie virtuelle qui a surtout fait son émergence après la crise de 2008. Pour simplifier, imaginez un livre de compte, un livre de registre qui soit détenu non soit par une personne centralisée, mais par un ensemble d'intervenants, que l'ensemble de ces intervenants puissent regarder ce livre, qui soit infalsifiable, puisque c'est détenu par plusieurs personnes. Voilà ce que c'est le blockchain. Donc on va regrouper des données de façon sécurisée, de façon décentralisée, par un certain nombre d'intervenants. Et ça permet donc un transfert de propriété, à garder ce registre, en effet, actif, maintenir, et puis tout ça dans des conditions décentralisées, donc plus d'autorité centrale et des économies de coûts, on imagine. Tout à fait, parce qu'en fait, le principe de blockchain, c'est que c'est détenu par l'ensemble des serveurs, des utilisateurs qui travaillent sur le sujet. On passe d'un modèle, je dirais, avec un point central et l'ensemble des utilisateurs connectés à ce plan central, à une sorte de réseau, je dirais, neuronal, où les uns et les autres se parlent et regardent les transactions des uns et des autres. Donc effectivement, dans ce monde-là, il y a déjà un aspect de transparence, puisque l'ensemble des acteurs ont accès à l'ensemble des événements. Il y a une traçabilité de l'historique des transactions. Donc c'est on comme peut si j'avais accès au cadastre depuis... Totalement, et on peut l'appliquer dans pas mal de domaines. On peut regarder l'historique de ce qui s'est passé sur un événement depuis sa création, depuis sa mise en ligne, je dirais, dans le système. Et puis il y a une question de sécurité, parce que autant une seule base de données ou un seul environnement peut être hacker, je dirais facilement, en tout cas c'est plus facile, que de hacker simultanément des dizaines, voire des milliers d'ordinateurs de par le monde, et en temps réel. Alors, ceci dit, c'est en état actuel de la technologie. Bien entendu, les barrières peuvent être repoussées, mais c'est un des aspects importants aujourd'hui de blockchain. On va revenir sur la sécurité, mais on comprend déjà pourquoi ce système révolutionnaire de transfert de la propriété intéresse le monde de la finance. Je reviens sur mon introduction. C'est vrai que c'est le Bitcoin qui a permis de lancer ce concept. Est-ce que pour vous, le Bitcoin est en train de gagner sa bataille? Est-ce qu'il se démocratise ou est-ce que ça reste toujours un petit gadget de geek? Alors, honnêtement, je pense que c'est probablement entre les deux. Et sincèrement, il y a eu du bon et du moins bon. Il y a eu la décentralisation, il y a eu des événements comme par exemple ce qui s'est passé en Grèce ou à Chypre, où à un moment donné, les gens ont perdu la confiance en le système bancaire et le Bitcoin pouvait être une sorte de moyen de garder ses avoirs. De l'autre côté, il y a eu quand même des histoires de dark web avec le Bitcoin pouvait être d'escroquerie. Voilà, d'escroquerie. Donc je pense que nous sommes entre deux. Maintenant, Bitcoin n'était qu'une implémentation de blockchain et blockchain va s'impliquer dans pas mal d'autres domaines. Donc, pour revenir à votre question, Thomas, je pense que on ne verra probablement pas Bitcoin se démocratiser et généraliser en son état actuel. Par contre, qu'on puisse voir l'émergence de monnaies virtuelles dans les années à venir et de moyens de paiement virtuels, parce qu'on ne parle plus de monnaie dans ce moment-là, mais de moyens de paiement virtuels, bien sûr. Alors, la blockchain, on l'a vu, ça a commencé avec la monnaie virtuelle dont on vient de parler, mais ça peut aller sur plein d'autres secteurs financiers. Est-ce qu'il y en a des évidents ou est-ce qu'il y en a qui vont résister? Est-ce qu'il y en a qui vont en profiter plus que d'autres? Typiquement, les process qui sont aujourd'hui très centralisés, qui sont centralisés par leur nature, mais qui pourraient être décentralisés, sont les premiers candidats. Typiquement, les moyens de paiement. Aujourd'hui,
vous pouvez très bien gérer les moyens de paiement sans passer par une structure centralisée. De plus en plus, dans le monde de règlement-livraison entre les banques, on peut imaginer que les informations contenues dans les transactions puissent permettre le dénouement de ces transactions sans passer par une chambre de compensation centrale. Donc voilà deux exemples très concrets. Ce seraient des économies considérables. Il y a des économies considérables pour l'ensemble des acteurs de la chaîne. Mais ça veut dire aussi une transformation de cette chaîne. Le mot-clé, c'est centralisation. On voit bien qu'il fait peur quelque part à ce monde financier parce qu'on n'est pas habitué à cette idéologie finalement décentralisée, presque beatnik, libertaire. Ça fait penser un peu au monde du piratage, le P2P, où finalement on a du mal à encadrer, à créer des normes. J'imagine que là, il y a un choc culturel que vous devez voir au quotidien. Absolument. Alors on le voit, mais je pense que c'est inévitable et l'ensemble des acteurs du secteur financier ont pris conscience. C'est pas une question de si, c'est une question de quand ça va les impacter et à quelle vitesse ils vont s'y accommoder. Mais clairement, on voit que dans leur relation, dans cette fameuse expérience client, on ne peut plus avoir juste l'organe centralisé. Aujourd'hui, lorsque vous êtes un client final d'une banque, vous avez accès à l'ensemble de la palette digitale et ce type de moyens en fera partie dans les années à venir. Donc, c'est plus la vitesse. Pour prendre un exemple, c'est l'Internet a mis à peu près une génération, peut-être un peu moins, mais une génération pour se généraliser totalement, pour se démocratiser. Je pense que la vitesse à laquelle la technologie sous-jacente de blockchain va se démocratiser sera beaucoup plus court que l'Internet. Alors avec un autre problème, s'il n'y a plus de centralisation, il n'y a plus de banque centrale, il n'y a plus de politique monétaire, on revient presque à l'état noir en fait finalement, puisque c'est le marché qui en permanence va fixer le cours d'une denrée rare. Alors oui et non, parce qu'aujourd'hui, lorsque comme vous dites, l'état noir a disparu avec les accords de Bretton Woods dans les années 70, les marchés ont repris le dessus, mais aujourd'hui ces marchés sont régulés. Alors non seulement en termes de régulation entre les différents acteurs, mais les régulateurs. Donc je pense qu'on verra à peu près, aujourd'hui nous sommes au balbutiement de la technologie. Et de nouveau on parle de blockchain, mais blockchain n'est qu'une technologie... Un maillon de la chaîne, voire même, je dirais, c'est un peu le tuyau de l'Internet. Ouais. Demain on ne parlera plus de blockchain, mais l'ensemble des applications qui vont utiliser cette technologie pour amener des services effectivement peer-to-peer. Alors, quand on en discute comme ça, on voit bien intellectuellement toutes les potentialités qu'ouvre cette technologie. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de startups, beaucoup d'acteurs qui se lancent dans ce gisement, ce qu'on appelle la fintech, entre autres. 500 millions de dollars investis en 2015 selon une étude CB Insight. Comment est-ce que réagissent les acteurs traditionnels dans ce contexte ? Est-ce que... ils investissent aussi dans ces startups? Est-ce qu'ils rachètent des startups? Est-ce qu'ils freinent? Est-ce qu'ils essayent d'innover en interne? Comment est-ce qu'ils... Alors, je pense que ça, vous avez cité les trois voies. Pratiquement l'ensemble des acteurs de la finance ont une sorte d'incubateur, de cellules, de veille pour être capable de s'embarquer dans ces startups, puisque la capacité d'innovation, d'agilité de ces structures dépasse les capacités traditionnelles de ces acteurs et c'est tout à fait normal. Deuxièmement, il y a quand même une transformation à faire en interne. Donc la plupart essayent de réfléchir sur comment aligner leurs équipes par rapport à ces révolutions. Et puis, troisièmement, c'est d'essayer de trouver des services qui ne soient pas je dirais qu'il ne soit pas une transformation, mais une nouveauté, de dire, voilà, si nous n'avions pas ce type de technologie, on n'aurait pas pu vous offrir ce type de service. Et je pense que parmi nos clients, je n'en vois aucun qui ne s'y intéresse pas. Donc, vous parliez des 500 millions de dollars d'investissement. Ce qui ne semble pas beaucoup, presque. Ce n'est que le début. J'ai lu d'autres études qui prédisaient que dans les 5 années à venir, ce chiffre allait passer de 500 millions de dollars à quelque chose comme 7 milliards de dollars. Ouais. Et c'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce qu'on sera dans le deuxième ou troisième round de capitalisation de ces startups et on va voir cette vague arriver. Alors, il y a un fantasme aussi derrière la blockchain et derrière Internet en général, c'est la désintermédiation. Est-ce qu'on peut imaginer un monde sans banque, enfin, sans banques telles qu'on les connaît actuellement? C'est-à-dire qu'il y aura sans doute d'autres systèmes, il faut espérer, pour gérer l'argent, mais est-ce que vous voyez aller ça jusque-là ou est-ce que finalement c'est les acteurs traditionnels qui vont retomber sur leurs pieds? Non, je pense que je ne vois pas de système sans qu'il y ait des nœuds de confiance qui puissent intervenir entre les intermédiaires. Alors,
Aujourd'hui, cette fonction est plutôt remplie par les banques ou par les organismes de compensation centralisés. Demain, ça va être décentralisé, mais le mot d'ordre pour que cette technologie et cette façon d'opérer se généralise, c'est la confiance. Et à partir du moment où vous alignez la confiance, les moyens financiers, la capacité technologique, ça ressemble beaucoup à ce que est une banque. Donc, je pense qu'il y aura une mutation de la façon dont les banques vont opérer. Je pense que ces banques sont conscientes de leur rôle futur, mais je ne crois pas une seconde que ces banques vont disparaître. Il y a des choses qu'ils ne feront plus. On parlait des fintechs, je pense qu'il y a un certain nombre des process et des fonctions qui sortiront des banques pour aller vers ces structures. Il y aura des schémas d'alliance, donc une banque ne sera plus traditionnellement qu'un dépositaire d'argent, mais aura aussi un rôle et un pied dans ce monde technologique. Donc c'est le rôle qui va évoluer plutôt que l'existence même de ces entités. Il y a une étude d'une banque espagnole, Santander en l'occurrence, qui évoque le chiffre de 15 à 20 milliards de dollars d'économies par an d'ici 2022 grâce à cette technologie de blockchain. On a l'impression que l'approche, elle est encore une fois défensive. C'est comment est-ce que ça va nous aider à économiser plutôt qu'à créer de la valeur. Est-ce qu'il ne serait pas temps justement de se mettre en mode plus start-up et se dire, voilà, comment est-ce que je vais gagner davantage plutôt que faire des économies? Oui, mais c'est pas étonnant. C'est à peu près quand vous regardiez. Dès qu'une nouveauté, une nouvelle technologie arrive dans un secteur, et là en l'occurrence blockchain peut s'appliquer à l'ensemble des secteurs économiques, pas seulement sur le secteur financier. Premier angle d'attaque, c'est je dois faire des investissements, donc je dois trouver un retour sur investissement, donc je dois pouvoir justifier que ces investissements me permettront de faire des économies futures. Donc c'est assez classique. Maintenant, je suis d'accord avec vous, je pense que la création de valeur, c'est l'étape supérieure. De nouveau, quand on vient vers les outils technologiques de ces 20 dernières années, que ce soit la bureautique, l'Internet, au départ, les CFO ou les patrons de techno justifiaient tout ça par des gains de productivité, et avant de se rendre compte que en fait, on ne pourrait plus s'en passer. Je pense que ce type de techno, et de nouveau, je répète, blockchain sera vraiment un sous-jacent. Demain, on ne parlera pas de blockchain en tant que tel, on parlera des frameworks qui utilisent blockchain, on parlera des applis qui utilisent blockchain. Aujourd'hui, vous ne parlez pas de la technologie qui est derrière votre smartphone, vous parlez des fonctionnalités, ça sera pareil. Non, je n'ai pas envie de parler de la technologie derrière. En effet, on a vu Internet, certains comparent d'ailleurs cette révolution blockchain à la puissance de la révolution Internet. Est-ce que selon vous, on va avoir émergé des Facebook, des Google, des FinTech de cette taille, ou finalement les mieux placés sont-ils pas les GAFA? On a Apple qui rêve de faire fusionner notre téléphone et notre portefeuille. Amazon, comme tous les distributeurs, Walmart, Auchan, ont créé des banques. Il serait légitime aussi de nous permettre de payer. Comment est-ce que vous voyez ça? Je pense qu'honnêtement, c'est une question à plusieurs milliards de dollars, parce que celui qui a la réponse, celui qui a la réponse à cette question aujourd'hui, je pense qu'il pourra faire bouger pas mal de lignes. Néanmoins, si on regarde effectivement, aujourd'hui, il y avait, on m'aurait posé la question lors de notre dernière rencontre il y a quelques temps. D'ailleurs, on parlait de ce sujet en termes de ce digital. Est-ce que c'était une évolution et une révolution? Et moi, je disais que pour moi, c'est une révolution, et je maintiens. Donc, je pense que les banques et les acteurs du secteur financier ont les moyens de s'adapter et de participer et de se rapprocher plus du monde de la technologie, parce que la technologie prend une part encore plus importante dans leur business model. De l'autre côté, les fintechs voient cette opportunité. Aujourd'hui, sincèrement, ce qui les retient, ce que je disais déjà la dernière fois qu'on nous parlions, c'est la réglementation. Ce secteur est très très réglementé. Donc lorsque vous êtes un des GAFA, est-ce que demain réellement Google ou Apple veulent devenir des banques? Je ne pense pas, parce qu'ils perdraient une bonne partie de leur capacité de manœuvre. Donc je pense que la réalité va être un petit peu entre les deux, mais ce qui est clair, c'est que ces acteurs technologiques vont faire bouger un certain nombre de ces lignes probablement dans les 5 prochaines années. On a parlé beaucoup de banques, il y a un secteur aussi qui semble pouvoir en profiter, c'est l'assurance.
Est-ce que dans l'assurance, est-ce que vous voyez des différences entre ces sous-segments des métiers financiers? Je dirais, on pourrait décliner presque à l'infini, mais on peut parler de l'assurance, on peut parler de l'asset management, on peut parler du monde de la banque privée, on peut pas, bien sûr, des activités sur titre. L'immobilier, même, on pourrait aller jusqu'à bien sûr, les cadastres. Ouais. Donc aujourd'hui, sincèrement, je pense qu'il y a un parallèle à faire entre la pénétration de l'Internet dans nos vies de tous les jours. Aujourd'hui, on parle de l'Internet des objets. Voyez, donc je pense que cette façon d'opérer, où je dirais le contrôle du système est décentralisé, confié à des acteurs qui, de par la structure même de l'organisation et de l'architecture, peuvent amener ce contrôle de façon sécurisée, va révolutionner l'ensemble des secteurs. Et dans le secteur financier, l'ensemble des métiers. Vous parlez d'un contrat d'assurance. Aujourd'hui, toute la traçabilité d'un contrat d'assurance, des sinistres et autres, vous pouvez le mettre sur blockchain. Et même la mutualisation, l'assurance par la foule et autres. Allez, on arrive à la fin de l'émission. Encore un mot sur la sécurité, parce que ça reste le maillon faible de la blockchain. La sécurité, pour l'instant, c'est réputé inviolable, mais on le sait, en la matière, les choses bougent et bougent vite. C'est vraiment ça le grand point d'interrogation, la grande crainte. Il y a la sécurité, mais il y a aussi presque une respectabilité. Je pense qu'il faut que blockchain et ses dérivés deviennent, pour faire de l'anglicisme, un mainstream plutôt que ça reste entre les mains de quelques initiés et des gens qui sont bien au fait de la techno. Mais, de nouveau, sans vouloir revenir trop en arrière, mais vous savez, Internet exista pendant quasiment 20 ans, sans que personne ne s'y intéresse. C'était entre des universitaires, entre des technos, jusqu'au moment où quelqu'un a décidé... Militaires aussi. Quelques militaires, oui, parce que l'histoire, au départ, c'était militaire d'ailleurs. Jusqu'au moment où quelqu'un a décidé de dire, tiens, je vais créer une interface pour rendre tout ça, en fait, transparent. Donc je pense que le point de bascule de tout ça, c'est quand tout ça deviendra transparent. Aujourd'hui, vous ne vous posez pas la question de la sécurité de l'Internet. D'ailleurs, on devrait. C'est un outil. Et demain, je pense que blockchain sera un outil, un sous-jacent pour toute une série d'applications où, à travers l'expérience, on montrera que c'est fiable, que c'est opérable, que le niveau de sécurité est aussi bon, sinon meilleur que d'autres. C'est comme ça que ça va venir. Et on en est loin, là, dans les banques. Est-ce qu'il y a déjà des applicatifs qui vont sortir? Oui, aujourd'hui, vous avez des plateformes. Donc aujourd'hui, il y a des plateformes qui ne parlent même pas de blockchain, mais dont la technologie sous-jacente est blockchain. Donc, on est déjà passé à l'étape suivante. On ne va pas directement taper sur la technologie, mais on va utiliser des plateformes pour pouvoir développer des applications à partir d'eux. Donc au moment où on se parle, là c'est déjà actif, il y a déjà des choses, tout à fait. Des expérimentations. Et même on commence à avoir quelques leaders sur le marché, donc ça va très très vite. Je dirais, on va probablement, de nouveau pour revenir sur quelques comparaisons, aujourd'hui, il y a quelques moteurs de recherche, je ne devrais peut-être pas les citer, mais il y a Google qui est un des moteurs de recherche, je pense qu'il y a 95% en France qui se fait dessus. Il y a 20 ans, il y avait probablement une dizaine de moteurs de recherche. La même chose est en train de se passer dans ce monde-là, c'est-à-dire que on voit l'émergence de quelques plateformes, mais qui vont probablement se standardiser et on va voir l'émergence de un ou deux dans les prochaines années. Bon, au final, aliénation, libération, c'est le titre de cette émission. Pareil, on en parlait un petit peu avant. Demain, aujourd'hui, est-ce que votre téléphone portable est une aliénation ou libération? En ce qui me concerne, je sais que le jour où mon téléphone est en panne, je me sens pas bien. Mais d'un autre côté, c'est une sorte de fil à la patte et on doit faire avec. Donc, je pense que le monde dans lequel nous évoluons, ces technologies vont être de plus en plus s'impliquer dans nos vies. Donc oui, ça sera une aliénation, mais en espérant que ça nous permette de faire des choses et d'avoir une productivité et puis aussi un gain de temps pour nous-mêmes qui puisse, je dirais, être la contrepartie de cette aliénation. Bon, merci Farzin Fazel de nous avoir éclairé de vos lumières sur ce sujet, un blockchain qui se répand, en effet, qui devient mainstream. Je rappelle que vous êtes executive partner chez Capco et on voit que le temps tourne très vite en la matière. Merci, à bientôt. Merci Thomas.